Tout s'est passé si vite. Ce virus, lointain et méconnu, le Covid-19, est devenu en moins de 2 mois le centre de tout. Il a transformé le visage de la Suisse. En mode gestion de crise, les autorités ont multiplié les décisions et dans une telle urgence qu'on peine à se souvenir de la chronologie. Rappelez-vous, tout a commencé il y a 50 jours seulement, c'était le 25 février 2020. Ça n'était qu'une question de temps. La Suisse est touchée à son tour par le coronavirus. Un cas a été signalé aujourd'hui au Tessin. Cynthia Gagny. La Suisse s'y préparait et c'est aujourd'hui à 16h que l'alerte a été donnée par la Confédération. Le premier malade du coronavirus est un homme de 70 ans qui vit au Tessin. Il assistait le 15 février à une assemblée près de Milan. À ce moment, le discours est rassurant. La population suisse découvre presque avec le sourire la première campagne de prévention de l'Office fédéral de la santé publique qui va inculquer les gestes qui sauvent la vie encore aujourd'hui. Comment la Suisse gère-t-elle cette crise sans précédent ? Nous avons demandé à 4 personnes clés, chacune d'un domaine différent, de décrypter les étapes, semaine après semaine, avec les informations alors à disposition. Nous les avons rencontrés plusieurs fois. Tous se souviennent du premier jour. Samuel Bendahan est spécialiste en économie comportementale. À ce moment-là, quand on a un seul cas, on se dit bon, mais c'est vraiment anecdotique, c'est juste une personne et on n'a pas en fait la moindre idée de la véritable ampleur de ce qui pourra se passer plus tard. Épidémiologiste à l'Office fédéral de la santé publique, Daniel Corr travaille dans la task force du gouvernement. Il est un peu monsieur Covid-19 dans les médias. Est-ce que vous aviez un peu de crainte à l'intérieur ? C'était le début ? Oui, c'était le début, mais non, on n'avait pas encore la crainte. C'était vraiment le travail qui était en avant et on essayait de faire le mieux, de faire vite. Conseiller d'État en charge de la santé à Genève, Mauro Poggia doit gérer en plus la problématique d'un canton frontière et d'un canton aéroport. On a déjà à ce moment-là, bien sûr, des groupes de travail, mais je dois dire qu'on n'est pas prêt à affronter ce que l'on va vivre véritablement. La question est encore de savoir, va-t-on passer entre les gouttes, si vous me passez l'expression ? Comprendre le coronavirus, c'est l'enjeu des premiers jours, selon Jérôme Pugin, chef du service des soins intensifs aux hôpitaux universitaires de Genève. C'est un virus inconnu, c'est un virus qui a un comportement inconnu, qui a un mode de transmission qui n'est pas si clair que ça finalement, en tout cas pas à ce moment-là. Donc il nous pose des problèmes. On a de la peine à le modéliser, on a de la peine à savoir les personnes qui seront touchées, quelle classe d'âge, un peu cette impression d'être assis sur la plage et de voir une vague au loin qui se lève et de ne pas connaître ni sa hauteur ni sa force. Et il y a de quoi être inquiet en regardant cette carte. Depuis le premier cas en France, le 23 janvier, elle montre 1 mois d'évolution de la propagation du virus en Europe, jusqu'au 22 février. À ce moment, alors qu'on ne s'inquiète pas franchement en Suisse, les premières mesures sont imposées chez nos voisins au nord de l'Italie pour tenter de freiner la propagation du virus. À Codogno, en Lombardie, l'inquiétude gagne la population appelée à rester chez elle. Comme dans une dizaine de villes de la péninsule, les écoles, les églises et la plupart des lieux publics ont été fermés à titre préventif. Tout est fermé, tous les bars sont fermés. Si le moment est venu de mourir, on va mourir. Que pouvons-nous faire ? On ne va pas lutter contre ce virus avec nos propres mains.
Si l'OMS s'inquiète de l'apparition de cas atypiques et du développement incontrôlé du virus, l'Office fédéral de la santé publique se veut rassurante quant à la situation en Italie. Il serait faux maintenant de soupçonner tout le monde venant d'Italie. Il y a environ 50 personnes. Vous cherchez maintenant des cas, vous trouverez également des cas. C'est tout à fait normal. Cela ne veut pas dire qu'une vague épidémique a éclaté en Italie. C'est une épidémie très localisée. Au niveau des autorités suisses, les premières mesures sanitaires qui sont prises sont très légères. Oui, alors là, les scientifiques et les médecins sont nettement plus inquiets, je dirais, que le politique à ce moment-là. Il y a un décalage, on essaie de les avertir. Et le deuxième canal d'information pour nous, c'est nos collègues. C'est nos collègues italiens du Nord, par exemple, avec lesquels on a des contacts. C'est l'Est de la France qui commence à s'allumer. C'est plus la Chine. C'est vraiment tout près de nos frontières, avec des gens qu'on connaît bien. On les rencontre dans les congrès. Ce sont certains de nos amis. Et ce qu'ils nous racontent, on ne peut pas le croire. On ne peut pas le croire que ça va venir jusque chez nous. Alors on ne peut pas croire qu'ils sont en train de vivre ça. Une catastrophe sanitaire en l'espace de 2 semaines en Italie, un système de santé qui s'effondre, alors que c'est un magnifique système de santé. L'Italie du Nord marche très bien. Parmi les grands médecins dans ma discipline, qui sont les soins intensifs, viennent de l'Italie du Nord. Et on ne peut juste pas imaginer ce qu'ils nous racontent. Ce qui va changer la donne pour la Suisse, c'est le voyage d'Alain Berset à Rome pour une réunion des ministres européens de la Santé. Là, en discutant de vive voix avec ses homologues, il va prendre conscience que se laver les mains ne sera pas suffisant et que la Suisse ne sera pas épargnée. « 28 février. La Confédération invoque pour la première fois la nouvelle loi sur les épidémies pour passer de situation normale à situation particulière. Le Conseil fédéral rédige alors une ordonnance choc. C'est Alain Berset, ministre de la Santé, qui l'annonce lors d'une conférence de presse. Les mesures qui ont été prises ce matin par le Conseil fédéral qui sont publiées, c'est pour la principale mesure d'interdire les manifestations publiques ou privées de plus de 1000 personnes, donc les manifestations de grande envergure, et pour les manifestations de moins de 1000 participants, l'organisateur, en collaboration avec l'autorité cantonale compétente, doit procéder à une évaluation des risques avant de décider la tenue ou non de la manifestation. C'est l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel encore bleu. L'ampleur de la décision est tout à fait exceptionnelle. L'interdiction non pas cantonale mais générale, nationale des événements qui rassemblent plus de 1000 personnes. Regardez quelques-unes de ces conséquences. Pas de salon de l'auto, pas de foire horlogère à Bâle, pas de Brandon de Payerne qui devait marquer ce week-end. Le carnaval de Bâle est lui aussi annulé. Le salon de l'auto, c'est la plus grande foire de Suisse et c'est 250 millions de retombées économiques pour le canton de Genève. Il devait ouvrir dans 5 jours. La Confédération a tranché, c'est non. On savait bien que 500 000, 600 000 personnes étaient peut-être attendues. Clairement, c'est un lieu qui était problématique. Les décisions devaient être prises. Devaient-elles l'être par le canton ou par la Confédération ? Comment est-ce que vous avez réfléchi à la communication à la population ? Bon, c'est difficile, parce que c'est d'heure en heure que ces situations évoluent. En fonction des interlocuteurs que l'on a, on se rend bien compte qu'au moment où une décision comme celle-ci va tomber au niveau fédéral, on sent bien qu'on va être sur le devant de la scène, qu'on va être sans doute critiqué si on nous reproche de ne pas l'avoir pris nous-mêmes, voire d'avoir attendu que d'autres les prennent à d'autres places. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est surtout de percevoir le sentiment au sein de la population, la perception que la population a du risque, qui à l'époque est encore une perception assez ténue. L'annulation des grosses manifestations, oui, c'est un choc. Parce que là, tout d'un coup, on se dit, c'est quelque chose de concret. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la maladie, en tant que telle, une épidémie, qui n'est pas encore ici, dans la tête des gens, c'est malheureusement très abstrait. En fait, tant qu'on n'est pas concerné, qu'on n'est pas malade, qu'on n'a pas des proches qui sont malades, c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver.
Le danger est si peu dans la tête des gens que l'on présente un peu comme des rebelles, ceux qui ne respectent pas l'interdiction. Par exemple, ces fêtards qui se retrouvent le 2 mars au petit matin pour le carnaval de Bâle, entre insouciance et inconscience. Les gens sortent encore, ils se réunissent. On entend beaucoup, notamment parmi les jeunes, le virus ne passera pas par moi, je suis invincible. Et ça, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a encore cet esprit. On entend même des conseillers d'État qui parlent à la télévision et qui disent on ne va pas attraper ce virus en allant au restaurant, finalement. Je pense qu'il y a une part d'insouciance, il y a une part aussi de peur, il y a une part d'essayer de mettre le problème de côté, d'évitement, de dire ça ne va pas arriver. C'est dur d'affronter cette réalité. Deuxième semaine, tout se brouille en termes d'information. On annonce la première guérison du patient au HUG à Genève le 3 mars. On déplore le premier mort au CHUV dans le canton de Vaud le 5 mars. C'était la nuit dernière. Le coronavirus faisait sa première victime en Suisse. Une Vaudoise de 74 ans hospitalisée au CHUV depuis mardi. Cet après-midi, des journalistes de tout le pays étaient présents pour l'annonce de cette triste première nationale. Ailleurs dans le monde, la situation s'aggrave. La barre des 100 000 cas est franchie, on dénombre 3 000 morts. En Europe, 33 pays sont maintenant touchés par le coronavirus. L'Italie en particulier recense plus de 3 000 infections et 79 morts. L'Office fédéral de la santé publique s'adresse aux Suisses le 4 mars. Il faut être conscient, c'est un problème qui ne va pas disparaître très vite, c'est un problème qui est sérieux. Sans qu'on doit avoir peur maintenant ou sans qu'on fait sur panique, c'est une situation qui est sérieuse. En Suisse, au 4 mars, il y a 54 personnes déjà infectées et 39 testées positives. À ce moment, on les compte encore, il y a 200 personnes en quarantaine. Alors que l'Italie ferme ses écoles et introduit le confinement pour des régions entières, le gouvernement suisse ne fait qu'intensifier les mesures d'hygiène et prône la distance sociale. Le décalage est énorme. On est en Suisse. On a l'impression qu'il y a de l'inertie, il y a une inertie politique. On ne prend pas des grandes décisions rapidement comme ça. C'est un peu l'impression que ça donne, alors que la montée en puissance, déjà de la deuxième semaine, on le sent. L'OFSP alerte. L'OFSP dit non, on est en train de vivre quelque chose d'inquiétant. On commence à comprendre les pays qui ont réussi déjà à endiguer le virus, comment ils ont fait, on analyse ça. C'est l'isolement, c'est quand même l'isolement qui marche le mieux, l'isolement social, les mesures d'hygiène bien sûr, de distance sociale, mais je pense que notre politique ne veut pas encore l'entendre. D'autant qu'en Suisse, les cantons n'ont pas tous la même perception de l'urgence. C'est clair, pas tout le monde a la même alerte dans ce moment. Et maintenant, c'est vraiment le moment où il faut tirer tous les ficelles pour que les gens ils prennent conscience. On veut faire mieux et on veut éviter une situation comme l'Italie le vit maintenant. Il faut se souvenir que dans cette deuxième semaine, certains cantons comme le Jura sont pour l'instant épargnés. Du coup, chaque autorité avance à sa manière. Après le canton de Berne, Neuchâtel renforce ses mesures de prévention en limitant les visites en EMS. Une cinquantaine d'établissements pour personnes âgées sont concernés, dont le Home des Charmettes à Neuchâtel, l'un des plus grands du canton, avec une centaine de résidents. La nouvelle mesure, elle nous interroge par rapport aux besoins de vie sociale qui est déjà assez réduite pour un certain nombre de personnes à cet âge et avec ces problèmes de santé. Je pense que les mesures qu'on nous a annoncées sont bonnes. L'avenir nous dira si elles étaient exagérées ou pas.
Ça me ferait de la peine quand même d'avoir plus personne. Si ça dure pas trop longtemps, ça va, mais... Je comprends les raisons qui imposent ces décisions. Je pense que c'est une bonne chose pour les personnes qui viennent et pour nous. Ici, plus de thé dansant ou de loto ces prochaines semaines. Cette même semaine à Zurich, pourtant le canton le plus touché de Suisse, le Conseil d'État peine à se faire entendre, surtout des plus jeunes. Le club Plaza au centre de la ville de Zurich. Mardi soir, ils étaient 350 à défier le coronavirus pour assister au concert du groupe britannique Seafret. Personnellement, je ne veux pas être infectée, mais je crois qu'on ne doit pas arrêter de vivre à cause de ce virus. Il y a plein d'autres lieux dangereux. Je suis tous les jours dans les transports publics, à la gare, entourée de gens. Donc j'ai le sentiment, je l'espère, que ça ne peut pas m'arriver. La ville de Zurich compte quelques 200 grands clubs qui génèrent chaque week-end 4 millions de francs de chiffre d'affaires. Alors, quand le canton recommande aux boîtes de nuit de fermer leurs portes pour éviter la propagation du coronavirus, l'association des clubs de la ville monte au créneau. Il faut que le canton se rende compte. Il n'y a pas que les frais d'exploitation et les salaires que nous allons devoir assumer. Nous avons également déjà versé des acomptes pour des contrats que nous avons signés. Comment s'y retrouver dans toutes ces mesures ? Ne prenons qu'un exemple. Interdit en Suisse, les matchs de foot se déroulent en public en Allemagne. Alors qu'en Italie, ils se déroulent à huis clos. Quand on a plein d'informations contradictoires qui viennent de sources relativement similaires, on va souvent choisir pas forcément la même, on va choisir celle qui nous arrange par rapport à notre vision du monde. Donc si l'Italie dit quelque chose, la Suisse dit quelque chose, et puis l'Allemagne dit autre chose, la Chine dit autre chose, puis qu'on se dit mais finalement tous ces pays font des choses différentes, on va avoir deux sentiments. D'abord un sentiment de chaos, on va se dire mais finalement on sait rien. Et puis deuxièmement un sentiment de dire on va choisir l'information qui nous convient le mieux, qui nous permet de nous sentir le mieux. Et le problème, c'est que du coup, on n'a pas un discours commun. Il y a des gens qui vont sombrer vite dans l'anxiété à ce moment-là, puis d'autres personnes qui vont être pas du tout inquiètes et qui vont avoir des comportements où ils vont même pas en fait faire attention aux petites précautions qui sont demandées d'eux à ce moment-là. En Suisse, on le sait bien, il y a davantage 26 politiques qu'une seule. Dans les faits, on se rend bien compte que le pouvoir est en main des cantons. Et on se rend bien compte que des décisions doivent être prises rapidement. Soit parce qu'il s'impose de les prendre rapidement, soit parce que certains politiques voudraient les prendre les premiers pour montrer qu'ils ont été le plus réactifs. Donc c'est difficile, la concertation à 26 cantons, ou en tout cas au niveau régional roman, parce que d'abord les perceptions sont très différentes. Rien qu'entre Genève et Vaud, on a vu que pendant un certain temps, l'aspect économique était mis en avant davantage du côté du canton de Vaud que du canton de Genève. Et quand vous avez 4 ou 5 cantons qui disent des choses, des autorités qui s'inquiètent, la Confédération qui dit autre chose, d'autres pays qui disent autre chose, on a une cacophonie qui fait que les gens ne comprennent plus en quoi croire et ça leur fait perdre la confiance dans ces autorités. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut agir. Le 4 mars, Alain Berset convoque les ministres de la Santé pour faire le point. On sent la remise à l'ordre. Finalement, aujourd'hui, tout le monde s'est aligné. Mais c'est vrai que cela a aussi permis à la Confédération de prendre la main en disant « je vais essayer de me mettre d'accord avec vous, mais à un moment donné, ça prend trop de temps, on passe à l'échelon supérieur et je prends les décisions directement ». Peut-être avec un certain soulagement de la part des cantons qui se sont dit « finalement, c'est mieux de laisser la Confédération traiter un sujet national plutôt que d'essayer de le traiter chacun à sa manière ». Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le fédéralisme, en temps de crise, c'est presque un obstacle? Oui, ça me fait un peu mal de le dire, mais on comprend bien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans notre législation, il est prévu une gradation, et à un moment donné, le chacun pour soi ne fonctionne plus, et il faut que quelqu'un prenne les décisions au-dessus. Mais il faut que ces décisions soient légitimées. On comprend bien que cette montée en puissance d'un passage d'une responsabilité locale à régionale, puis fédérale, doit suivre aussi l'évolution des mentalités et de l'opinion publique en fonction d'un problème spécifique. Cacophonie ou insouciance ou inconscience, en tout cas les mesures de distance sociale ne sont pas prises au sérieux par une bonne partie de la population,
qui ne s'est privé de rien durant le week-end des 7 et 8 mars. Les skieurs ont afflué en nombre ce matin à l'heure de rejoindre les pistes au-dessus de Verbier. À plus de 3000 mètres d'altitude, le coronavirus semble bien loin et ne pèse visiblement pas sur la fréquentation des pistes. Il n'y a pas moins de monde, là, on est un samedi, il y a toujours la queue au départ des installations, donc voilà, non, ça freine pas les gens. C'est la foule habituelle des week-ends. En pleine épidémie de coronavirus, les Lausannois sont toujours aussi nombreux à sortir. Ici, dans ce restaurant, aucune annulation, on affiche complet. Nos clients, c'est vraiment une grosse clientèle d'habitués. Et du coup, ils continuent à faire la bise, à serrer la main. Non, on n'est pas impacté. Si on suit les règles d'hygiène traditionnelles, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, je pense. Ce soir, pas de seniors à l'horizon. Les clients sont plutôt jeunes et la promiscuité des lieux n'est pas un problème. Moi, ça m'inquiète pas de sortir avec mes amis. Si je dois faire attention à tout, on ne vit plus, on ne mange plus, on ne profite plus. Quel contraste avec l'Italie, qui vient d'imposer le confinement strict à 15 millions de citoyens. Les rues de Milan, Venise, Rome se désertent. Il faut dire que l'urgence sanitaire ne fait plus de doute avec 7300 cas d'infection et 363 décès déjà enregistrés dans la péninsule. Troisième semaine, le gouvernement suisse prend un virage qui suscite beaucoup d'interrogations. Changement officiel de stratégie aujourd'hui, comme l'explique ce document de l'Office fédéral de la santé publique, fini de tester et de retracer l'historique de chaque personne présentant des symptômes. Dorénavant, seuls sont testés les patients qui ont des symptômes aigus des voies respiratoires et ou de la fièvre et qui présentent des symptômes sévères, qui sont des personnes à risque, qui sont des professionnels de la santé ou qui travaillent dans des établissements médico-sociaux. Les autres personnes infectées et leurs proches doivent rester chez eux et s'imposer eux-mêmes l'isolement sans suivi médical. Pas facile, comme en témoigne cette habitante du canton de Vaud. Depuis que j'ai su, je ne suis pas sortie, je suis restée à la maison. Les personnes qui m'ont ramené des choses, je demandais de les poser derrière la porte. J'ai dit que je ne veux pas vous voir. Donc, j'ai pris pas mal de précautions vis-à-vis aux autres. Est-ce que pour vous, c'était important de savoir si vous aviez ou non le coronavirus? C'est important de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on survit? Comment on se nourrit? Comment on se soigne? Et comment on est? Moi, pour ma part, je ne pouvais même pas me faire à manger, donc je trouve qu'il manque un petit peu de suivi, de prise en charge, de suivi à distance. Mais je comprends que tout le monde ne peut pas y aller, c'est clair, il faut rester en carte. Mais je n'ai pas eu encore un téléphone pour savoir, madame, comment vous allez? Et je me suis sentie un petit peu abandonnée de ce côté-là. Le 11 mars, l'OMS classe enfin le Covid-19 en pandémie. Il faut dire que le virus ne s'essouffle pas, plus de 120 000 cas dans le monde. En Europe, 23 484 personnes sont infectées et 930 sont décédées. L'Italie a maintenant imposé le confinement dans tout le pays, mais chaque jour, 60 000 frontaliers passent la frontière avec la Suisse. Seul le Tessin s'est mis en état d'urgence. La Confédération n'interdit toujours que les rassemblements de plus de 1000 personnes. Est-ce qu'on en fait assez quand on regarde par rapport aux pays voisins ? Oui, je pense qu'on fait assez en Suisse et on va encore faire plus de mesures ces prochains jours, c'est certes. On doit aussi s'adapter à ce qui se passe en Europe, mais on va vraiment faire gaffe, on va faire l'attention qu'on ne prend pas des mesures qui ne servent pas à grand-chose. Il ne faut pas oublier, ce virus, il est dangereux pour la population âgée et pour les gens avec des facteurs de risque de santé. Pour la population jeune, en bonne santé, ce n'est pas dangereux. Et cette population, elle doit aider à protéger la population âgée. Et sur cette aide, il faut encore travailler parce que ça ne vient pas de soi-même. On se base beaucoup sur la responsabilité individuelle. Est-ce que c'est raisonnable en situation de crise ? Je pense qu'on peut passer une crise seulement si la population fait avec. Et en Suisse, on est très habitué à
parler avec la population, à expliquer et appeler à la population de prendre les responsabilités, beaucoup plus que peut-être dans les autres pays où on fait beaucoup plus avec des interdictions. Mais je pense en Suisse, on passe bien avec ce système et ce ne serait pas le moment de le changer. 3 jours plus tard, vendredi 13 mars, le gouvernement se décide à prendre des mesures drastiques. Ils sont 4 conseillers fédéraux à se présenter devant la presse. C'est la présidente Simonetta Sommaruga Solanel qui prend la parole. La situation est difficile, mais nous avons les moyens et nous sommes en mesure d'y faire face sur le plan médical et financier. Le Conseil fédéral annonce l'interdiction de réunion de plus de 100 personnes, l'arrêt temporaire de tous les commerces et établissements, une mesure accompagnée du déblocage de 10 milliards de francs en soutien à l'économie suisse. Mais surtout, le gouvernement annonce la fermeture des écoles, et ça, c'est une surprise. On nous a toujours répété que non, il fallait surtout pas fermer les écoles. Qu'est-ce qui fait que vous avez complètement, je dirais, changé de stratégie alors que vous nous dites que c'est une politique cohérente? Là, j'ai un peu de mal à voir la cohérence. On a toujours été très clair depuis le début. On a toujours dit, voilà les mesures que nous prenons pour le moment. Vous avez toujours eu im moment en allemand et pour le moment en français. Alain Berset invoque de nouvelles études européennes qui recommandent la fermeture des écoles. Et puis, il y a tous les pays alentours qui l'ont fait pour ralentir le virus. C'est un tremblement de terre social. Et pour les élèves, ce vendredi 13 mars, c'est un peu comme un dernier jour d'école, mais sans le plaisir des vacances. Dans le canton de Vaud, toutes les classes resteront fermées pour 6 semaines. Moi, je suis un petit peu triste, je ne vais plus voir mes maîtresses. Honnêtement, c'est juste le choc. On s'y attendait, mais on n'y était pas préparé. Donc là, on ne sait pas trop quelles mesures il faut prendre, comment on va faire avec le travail. Dans les rues de Fribourg, les sacs des élèves sont un peu plus lourds que d'habitude. Ne rien oublier en classe pour prévoir le travail à la maison. Et les collégiens prennent la mesure de l'annonce. Je ne pensais pas du tout que ça allait vraiment avoir lieu, en fait, cette fermeture des écoles. Donc je crois que je ne réalise pas encore même. Dès lundi aussi, il n'y aura plus de restaurants, de bars, de discothèques, de musées, de théâtres, de bibliothèques, de cinémas, de casinos, de centres sportifs, de marchés, de stations de ski. Et tous les commerces qui ne sont pas de première nécessité doivent baisser le rideau. Lundi 16 mars, les Suisses se réveillent dans une Suisse qu'ils ne reconnaissent pas. Neuchâtel, ville morte. Les commerces sont fermés. Les restaurants, eux, pouvaient encore assurer le service de midi. Mais nombreux sont ceux à avoir préparé la fermeture qui leur est imposée dès 14 heures. On est en train de faire le tri de ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut congeler. Il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a beaucoup de préparations qui vont être jetées ou le personnel va récupérer pour emmener chez soi. Certains ont donc trouvé porte close ce matin. Je voulais boire un café au bar, puis c'est interdit. Alors voilà, maintenant il faut rentrer à la maison puis faire le café à la maison. Aujourd'hui, je pense que c'était une bonne décision. En tout cas, c'est celle qui a le plus frappé les esprits. C'est celle qui a permis à la majorité de la population suisse de prendre conscience de la gravité de la préoccupation. Mais cette décision était-elle liée à une urgence sanitaire ou à une nécessité que la population prenne conscience ? C'est là où je suis encore en train de me poser la question. Je pense qu'à ce moment-là, le fait de renvoyer les enfants à la maison pouvait avoir des conséquences, contrairement à celles que l'on souhaitait, diamétralement même opposées, en permettant à des enfants qui peuvent être porteurs asymptomatiques de la maladie de contaminer des personnes vulnérables. Mais la population n'entend qu'une seule chose. La situation est grave. Et le jour même, c'est la ruée dans les magasins. Le peuple a peur. Le plus gros paradoxe de cette semaine-là, c'est que les gens, au lieu de se dire « Ah, on a une crise sanitaire qui est véritablement majeure, je ne l'ai pas compris avant, je le comprends maintenant, je ne l'ai pas accepté avant, je le comprends maintenant », les gens ne se disent pas ça. Ils se disent « Ouh là là, est-ce que je vais perdre mon job? Est-ce que j'aurai plus d'argent? Est-ce que je pourrai plus amener mes enfants à l'école? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» mais sans vraiment penser à la question sanitaire. Quand la menace est palpable, c'est-à-dire je vois des gens
qui se jettent sur le papier toilette. Je vois les rayons qui sont vides quand je veux acheter de la farine ou du sucre. Quand je vois ça, ça suffit pas qu'une autorité me dise en face « vous inquiétez pas, tout va bien ». Lorsque ces mesures ont été prises, il y a effectivement eu un vent de panique. Comme vous le savez, la panique se transmet très facilement. Il suffit que quelqu'un panique pour que les autres se disent « il a certainement raison de paniquer ». Et s'il remplit son caddie avec tous les biens de première nécessité, il faudrait qu'il m'en reste quelques-uns. Et donc tout cela s'est enchaîné très rapidement. En fait, ce vent de panique a bien plus de conséquences qu'il n'y paraît. Les gens, en répondant à leur panique économique, au fait, péjore la situation sanitaire. En disant « j'ai une crainte économique pour moi, je vais avoir un comportement qui consiste en gros à aller en masse dans les magasins, à me regrouper avec les gens, à faire plein de choses qui sont justement pas celles qui sont recommandées au niveau sanitaire. » Donc on va empirer la crise sanitaire parce que la communication économique n'est pas assez rassurante. Mi-mars, tout est fermé et il est interdit de se réunir à plus de 100 personnes. Mais un lieu semble échapper à tout contrôle, l'aéroport de Genève. Il y a des personnes qui ont vu brutalement les stations de ski fermées qui sont parties, d'autres qui arrivaient qui n'étaient même pas informés que les stations avaient fermé et qui cherchaient immédiatement à repartir, avec un certain vent de panique. Et c'est vrai que l'aéroport, qui doit normalement être géré par les autorités fédérales, c'est le propre en Suisse, a été à un moment donné hors de contrôle. Ce qu'on a surtout vu, c'était les guichets avec des files d'attente interminables de gens debout collés les uns aux autres, oui. En train d'attendre de pouvoir... Oui. Non, je ne vous dis pas que la gestion à l'aéroport a été bonne. Hein. Il est vrai que les images que nous avons vues n'étaient pas acceptables au moment où elles se sont déroulées. 4e semaine. Le Conseil fédéral annonce le passage de situation particulière à situation extraordinaire, le 3e niveau d'urgence sanitaire qui met la gestion de la crise entre les mains du gouvernement et non plus des cantons. Dans la communication de crise, il faut deux choses. Il faut une authenticité la plus forte possible. Je pense que dans beaucoup de cas, le Conseil fédéral a plutôt été sincère dans sa manière de s'exprimer, ce qui est très positif par rapport à la crise qu'on vit. Mais le problème, en plus de l'authenticité, il faut pouvoir avoir une conclusion commune pour des personnes qui sont au même endroit. La crise devient historique. Mardi 17 mars à 8h30, notre confrère journaliste de la RSR lit ce message de l'armée à la population. C'est un ordre de marche. L'armée suisse va convoquer ces prochains jours les militaires des troupes sanitaires et logistiques pour un service d'appui. La population est priée de suivre la consigne de comportement suivante. La convocation pour cette mobilisation se fait par e-alarme. Si vous recevez un tel message, vous devez le quittancer et entrer en service conformément aux instructions. Vous avez écouté la radio, appel à la mobilisation ? J'ai entendu, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Ah, ça m'a fait, ça fait quand même la chair de poule quelque part, parce qu'émotionnel d'abord. En même temps, l'esprit militaire reprend le dessus. Une mobilisation, c'est quand même un acte politique très fort. Et pour l'armée, c'est évidemment un changement total d'horizon. Et je crois que c'est un moment qui restera dans l'histoire, définitivement. 800 soldats sanitaires de toute la Suisse romande affluent vers la caserne de Moudon pour être affectés à des tâches de soutien aux hôpitaux et aux EMS. Première étape, un contrôle médical, température et questionnaire. Puis une remise à niveau des connaissances acquises lors de leurs différents cours de répétition. Ils ne sont pas des professionnels de la santé. On a des soldats qui ont des exploitations agricoles, on a des soldats qui travaillent dans les bureaux, on a de tout. Mais ces gens-là ont fait une formation dans les soins à l'armée qui a été reconnue dans le civil, et ils sont prêts à être engagés. Le commandant remplaçant Schafter a déjà vécu la même chose il y a une semaine. Je suis jurassien, mais je travaille au Tessin, donc à l'armée. Je suis enseignant technique dans l'école sanitaire 42. Donc j'ai connu là vraiment le début du boom du coronavirus. Et puis tout de suite, notre école a été, avec les services, une des premières unités engagées pour appuyer les hôpitaux. Parmi vos hommes, est-ce que vous sentez que certains sont inquiets ? Alors, oui, il y a de l'inquiétude, on le voit. Chaque militaire est avant tout un citoyen suisse. Il y a de l'inquiétude aussi de quitter sa famille, d'être mobilisé, de quitter ses amis, de quitter sa femme, de quitter ses enfants et puis de pouvoir servir.
mais on est là pour les rassurer. Le Conseil fédéral, si nécessaire, pourra réquisitionner au total jusqu'à 8000 hommes qui pourront venir appuyer, outre le milieu médical, les transports et la logistique auprès des civils et même les effectifs de police ou de douane. Nous avons mobilisé l'armée pour la dernière fois en 1945. Et nous vivons en ce jour, 75 ans après, une mobilisation. Donc c'est pour vous une grande exigence, certainement un honneur, d'aller comme citoyen de ce pays, au nom du peuple, l'aider là où il se trouve dans la peine. Et ça, c'est votre destin comme troupe sanitaire. Merci à vous. Ceci n'est pas un exercice. Non, ceci n'est pas un exercice, c'est un engagement militaire. Alors, on va devoir combattre un ennemi qu'on ne voit pas, qui surgit de nulle part. C'est même plus complexe à la limite de combattre un adversaire qu'on voit. Et je crois que cette dimension-là appelle de nous réflexion, calme, ordre, discipline, discussion. Calme, ordre, réflexion. Il en faut car le nombre de cas augmente de manière vertigineuse. De 500 personnes atteintes du virus le 10 mars, on approche les 5000 cas au 20 mars, 10 fois plus en 10 jours. Les autorités interdisent désormais de se réunir à plus de 5 personnes. Après cette décision, ils changent de stratégie de communication. La période des décisions fortes est passée. Aujourd'hui, on est dans la période de mise à exécution. Donc on se rend bien compte qu'il y a des décisions qui peuvent être, le cas échéant, exécutées et le cas échéant sanctionnées pour ceux qui ne les respectent pas. Mais la plus grande partie de ces décisions implique une adhésion de la population et une discipline citoyenne. Désormais, conseillers fédéraux et experts de l'administration multiplient les conférences de presse. Il faut convaincre, expliquer, mais surtout parler aux Suisses avec des mots de Suisse. Il faut éviter l'avancée de la propagation. Concrètement, cela signifie que le groupe de Yas ne peut plus se retrouver au restaurant pour sa soirée de Yas. Chaque année, au 1er août, il y a des appels et des discussions pour parler de la solidarité. Eh bien là, nous sommes au pied du mur. C'est le moment de montrer ce que nous savons faire. Une question revient en boucle. Quand est-ce que cela va s'arrêter ? Sur les pronostics et notamment sur les durées, sur ces éléments-là, là je me garde bien de donner des réponses à ces questions-là. Je ne suis pas épidémiologue. De faire des prédictions sur une courbe épidémique, c'est toujours très très difficile et souvent ça mène à des prédictions faux qui font des faux espoirs ou des faux conclusions. Et puis, il y a les questions sur l'économie, de plus en plus pressantes. Au moment où vous entrez dans une crise, vous devez aussi réfléchir comment vous allez en sortir, parce qu'avec les différentes mesures extrêmement strictes qui ont été prises, c'est pas simplement en pesant sur un bouton que demain tout va pouvoir redevenir comme avant. Et puis, il faut tenir. Un leitmotiv autant pour les autorités que pour la population. Nous savons aussi que nous ne sommes pas ici en train de gravir un sommet, mesdames et messieurs. On n'est pas en train de gravir un sommet. Et ça n'est pas comme à la montagne, quand on a atteint le sommet de la montagne, c'est fini. Un autre aspect qui est très intéressant dans ces conférences de presse, c'est quand même qu'il y a une certaine humilité de la part des intervenants. Sur les questions de santé, on dit ce qu'on sait, on dit quand on ne sait pas, on dit quand il y a des incertitudes, on n'annonce pas des choses qui ne sont pas claires, et ça c'est beaucoup mieux du point de vue de la communication. Et on constate, à mon avis, une plutôt grande confiance de la population vers les autorités qui gèrent la partie sanitaire du problème. 5e semaine. 1,7 milliard de personnes sont confinées dans le monde pour tenter de freiner la propagation du Covid-19. En Suisse, le 23 mars, on recense plus de 8000 personnes infectées. À peine 3 jours plus tard, le 26 mars, le cap symbolique des 10 000 cas est franchi.
On voit les chiffres qui augmentent de façon exponentielle, chaque jour un peu plus, chaque jour plus de personnes infectées, et puis on se dit finalement où est la limite, jusqu'où on peut aller. On avait l'impression d'avoir un système de santé invincible en Suisse, et tout d'un coup on se dit « Ah non, au fait il y a des limites, au fait cette protection qu'on a, elle n'est pas infinie ». La grande peur, c'est que le système de santé ne puisse pas tenir le choc. Pour venir en renfort, notamment dans les hôpitaux, plus de 2000 militaires sont mobilisés dans toute la Suisse. La tenue de camouflage restera au vestiaire, mesure d'hygiène oblige, mais ce sont bien des militaires qui se cachent derrière ces blouses médicales. C'est vrai que c'est un honneur, on est content de pouvoir être là et de pouvoir vraiment aider au sens propre et pas de faire seulement l'armée et ne pas être mobilisé autrement. Un moment historique pour Priscilla et le reste du bataillon 2. Mobilisés la semaine dernière, ils ont quitté leur vie du jour au lendemain. J'ai une famille, un enfant en bas âge de 6 mois, donc c'est très dur personnellement aussi pour moi par moment. Mais on se dit que voilà, on est tous unis pour vaincre la maladie. Dans d'autres cantons, c'est plutôt des opérations coup de poing, on fait des transports, on repart. Dans d'autres cantons, c'est des transports plus longs avec des navettes, puis ensuite on s'installe pour déployer certaines capacités sanitaires, comme ici à Neuchâtel. À ce stade, fin mars, les hôpitaux suisses ne sont pas débordés. En fait, mis sous pression, ils se sont adaptés en un temps record. Mon service, quand il était à 30 lits, quand on avait 32 lits, on était déjà débordés. On ne savait pas comment faire avec les 2 patients supplémentaires. Et maintenant, on est passé de 30 à 80 malades et au fond, les choses se passent très bien. Mais tout le monde a à l'esprit ces images venant de l'Italie, où des médecins ont dû choisir qui soigner et qui laisser mourir. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, on n'a pas d'informations encore sur le fait que ça va s'arrêter. Si on continue, on suit cette ligne-là, c'est-à-dire cette croissance exponentielle du nombre de cas, il ne peut y avoir que une surcharge du système de santé et que des cas, comme on a vu en Italie, des cas extrêmes avec des gens à qui on refuse des soins. Ça fait peur. Autre facteur anxiogène, la Suisse doit faire face à une consommation massive de certains médicaments indispensables, comme l'anesthésiant nécessaire pour intuber les malades. Mais le plus urgent, c'est trouver des blouses et des masques. Et là, le marché est devenu une jungle où règne la loi du plus fort. Pour le personnel soignant, ce sont des objets vitaux. Masques, mais aussi gants, blouses, gel hydroalcoolique. Depuis quelques jours, le responsable des achats des hôpitaux universitaires se démène pour trouver ces équipements très demandés. Il est bien clair qu'on est dans une situation particulière par rapport à la protection du personnel, aussi bien pour les masques que pour les blouses. Donc on en consomme beaucoup plus que d'habitude. Rien qu'au HUG, ce sont ainsi 25 000 masques qui sont utilisés quotidiennement pour les soignants, les patients ou les visiteurs. Les autorités fédérales affirment prendre des mesures pour éviter toute pénurie. La Confédération fait tout, pas seulement pour acheter des matériaux qui sont limités en Suisse, mais aussi pour produire en Suisse si c'est possible. Est-ce que là, il n'y a pas eu un problème d'anticipation ? Ce que l'on regrette, je dirais un peu de manière globale, c'est de ne pas avoir une gestion de ces stocks au niveau national, et on a un peu l'impression que tout le monde est le concurrent de son voisin, pas seulement au niveau international, mais aussi intranational, puisqu'on se rend compte que certains cantons, qui sont peut-être moins outillés pour ce type de démarche à l'étranger, ont été prétérités par rapport à d'autres. Il suffit qu'il y ait un avion plein de masques qui arrive, des millions de masques en fait, et atterrissent à Cloten ou à Cointrin pour nous décoincer dans cette situation, et je crois que c'est le cas cette semaine. Effectivement, lundi 7 avril à 14h, un cargo plein de matériel médical s'est posé à Genève. On l'a échappé belle. Oui, on l'a échappé belle. Je pense qu'effectivement, avec les stocks qui étaient dans le pays, même les stocks de pandémie qui étaient au niveau national, au niveau fédéral, n'étaient pas en relation avec les besoins, de tels besoins qu'on a actuellement dans cette pandémie de coronavirus. Enjeu matériel, mais aussi émotionnel. Le Covid-19 a obligé d'interdire les visites aux soins intensifs.
Ce qu'on demande à ces familles, c'est quelque chose d'extrêmement cruel, que je ne pensais pas non plus voir une fois dans ma vie, c'est-à-dire de couper le lien physique entre les proches et le malade. Et donc, il a fallu être inventif. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est mes collègues qui sont dans la chambre avec elle. C'est Elisa, Nathalie et Audrey. Ces médecins et infirmières appellent Saskia pour lui parler de sa maman. Atteinte du Covid-19, elle est hospitalisée ici depuis plusieurs jours et son état est critique. Mais Saskia n'a pas le droit de venir la voir. Plus aucune visite n'est autorisée ici. Et ça va mieux aujourd'hui ou Alors, comme hier? Malheureusement, au niveau respiratoire, votre mère, elle est plutôt en train de s'aggraver. Moi, ma question, c'est surtout si vraiment ça se passe pas bien. Je sais pas, je pourrais lui dire au revoir. On n'a pas de projet, en tout cas, pour ces prochains jours, de la réveiller. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là où elle est maintenant, elle est bien et elle est endormie et elle ne souffre pas. Et ça, je pense que c'est vraiment très important et c'est ce qu'on lui doit maintenant, c'est vraiment d'être dans un état où elle ne souffre pas. Ouais, c'est important, oui. Merci de me le dire. Enfin, moi, je suis dans une situation, je ne sais pas vraiment si je vais vraiment... Enfin, c'est un peu dur à dire comme ça, mais si je vais revoir ma maman vivante, c'est dur à dire. On garde la connexion, puis on va voir votre maman? Oui, volontiers, oui. Ok. Oui. C'est des moments d'émotion hyper intenses et on est devenu accro à ça, nous aussi. Ça vous aide, vous aussi? Complètement. On a besoin de partager. La plupart d'entre nous ont des contacts avec les psychologues, on a besoin de débriefer, mais on a aussi besoin du contact avec les familles. Et en fait, ces familles, 100% des familles, elles nous font pleurer parce qu'elles nous remercient, en fait. Elles disent mais merci pour ce que vous faites, vous vous mettez en danger pour mon proche. On entend des phrases comme ça, et vraiment qui nous bouleversent. En même temps, ça prend du temps. Vous avez encore le temps? Alors on le prend. On fait beaucoup de choses utiles dans une journée, je pense, dans le soin direct aux malades. Mais ça, c'est du temps extrêmement bien investi. C'est ce que je dis à mes équipes. On est en train de travailler pour diminuer quelque chose qui nous fait très peur. C'est en fait le stress post-traumatique et des patients et des familles. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre toutes ces semaines? Je pense c'est de travailler avec une angoisse au fond de soi-même, une peur, mais de ne pas le montrer, d'être serein. Quand on est chef de service, il y a des centaines d'yeux qui sont tournés vers vous et chaque rictus va être interprété. Donc voilà, je dirais de garder cette sérénité et puis une image aussi pleine d'humanité par rapport aux collaborateurs, aux familles, aux collègues. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le plus difficile, c'est de tenir dans la distance avec cette attitude. 6e semaine de l'épidémie. À ce stade, 1,3 million de travailleurs en Suisse sont au chômage partiel, soit 25% de la population active. Le Conseil fédéral augmente le montant de l'aide à plus de 40 milliards de francs, mais plus de la moitié sont des prêts à rembourser. Les 15 employés de l'entreprise sont là, chacun chez soi et au chômage partiel. Une PME de conseil en stratégie bancaire foudroyée par l'annulation de presque tous ses mandats. Les prêts offerts par la Confédération, ça ne suffira pas. Le fait de me prêter de l'argent va juste en fait repousser une agonie. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est, je vais utiliser un mot tabou en Suisse, mais c'est le mot de subvention. Puisqu'on a besoin de rentrées de cash qui, à terme, ne devra pas être remboursé. Et je pense vraiment parler au nom de milliers de PME en Suisse qui n'ont plus aucune rentrée de cash depuis maintenant plus de 3 semaines, voire un mois. Des aides directes de l'État. Le patron de Payot les juge aujourd'hui indispensables. Il y aura des conséquences beaucoup plus graves pour la Confédération après, si elle ne prend pas les bonnes mesures maintenant. Si on veut que les gens se comportent le mieux possible pour faire face à la crise sanitaire, on doit répondre à leurs craintes. Et leurs craintes, elles sont aussi, il se trouve, économiques, parce qu'il y a des gens qui se disent « mais je ne sais pas comment je vais payer mes factures d'avril ». Pour eux, c'est plus inquiétant de ne pas savoir ce qu'ils vont s'acheter à manger en avril que d'avoir 0,1% de chance de mourir en contractant une maladie. Dimanche 5 avril, 21 000 personnes infectées, 715 décès. Mais la courbe de progression semble flancher légèrement.
il est trop tôt pour un bilan. Mais tout le monde sait que la Suisse n'en ressortira pas pareil. On était en haut d'une espèce de tour d'ivoire, dans une forteresse qu'est la Suisse, imprenable, dans une sécurité totale, une paix totale, etc. Et de tout d'un coup voir les murs de cette forteresse s'ébranler, ça je pense que c'est un choc collectif. Finalement, ces trucs qui se passent toujours ailleurs, hein, ces épidémies, ces guerres, tout ça, c'est ailleurs. Le fait de dire non, un truc grave comme ça arrive aussi ici, qui peut arrêter le pays, ça c'est un choc. Peut-être seul point positif de ce choc, c'est d'avoir mis en avant tous ces travailleurs de l'ombre qui ont permis à la vie de continuer. Depuis des semaines, chaque soir, les Suisses les remercient. Ça vous touche, les gens qui, le soir, applaudissent aux fenêtres? Ça me touche énormément. Ça me touche énormément, et c'est pas seulement pour les employés du secteur de santé, mais aussi les nettoyeurs. Et je trouve ça magnifique, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans l'ombre et qui vont gérer cette crise. On verra là où elle nous amène. Mais il y a plein de gens dans l'ombre qui méritent aussi tous ces applaudissements. Et de ne pas avoir oublié, par exemple, les techniciens de surface, les nettoyeurs, c'est magnifique. Le quotidien des Suisses a totalement changé en l'espace de 50 jours. Comment le pays va-t-il se relever? Le Conseil fédéral a-t-il vraiment pris les bonnes décisions au bon moment? Après le choc, viendra le temps des vraies questions.